Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition avec à la une le projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes qui lance ses activités à Bougouni. L'objectif visé est de la promotion des droits politiques, économiques et sociaux des femmes. Fama Mamadou Fane nous en dira plus dès le début de cette édition. Dans l'actualité également à Bamako, la fin de la réunion annuelle des services de transport. Une réunion sanctionnée par plusieurs recommandations, notamment une recommandation relative au développement des transports de masse. De quoi s'agit-il concrètement? On en parlera avec Mamadou Sow, il est directeur général des transports. Second invité de ce 13h dimanche, Cheikh Oumar Sangaré, président de la Commission nationale d'organisation des journées textiles du Mali, dénommée Mali Finéou. L'événement vise à promouvoir le Made in Mali et prend fin cet après-midi au Palais de la Culture. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Tout le plaisir est pour moi de te retrouver. Alors, quel est le menu de cette page des sports aujourd'hui? Dans l'actualité sportive, nous parlerons uniquement du football avec le championnat national de Ligue 1, le match en retard de la troisième journée entre le Djoulbassé et le stade malien de Bamako. Le classico du football malien, c'est cet après-midi au stade Boudibou Keïta à 16h. Ensuite, nous irons au Qatar pour parler de la Coupe du Monde 2022. L'actualité des sports à ne pas manquer. Puis, Focus Santé s'intéresse ce dimanche au rétinoblastome. C'est une maladie rare de l'œil qui touche essentiellement le nourrisson et le jeune enfant. Rendez-vous en fin d'édition avec Barakissa Ouattara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. 270 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe du projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes au Mali. Ces activités ont été lancées hier à Bougouni. Le projet vise à appuyer la promotion des droits politiques, économiques et sociaux des femmes. Il est porté par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA. Le point avec Mamadou Fane. Lutter contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes par des actions de prévention, de plaidoyer et de médiation sociale, c'est l'ambition de ce tout nouveau projet qui vient d'être lancé par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA. Il s'agit à travers ce projet d'appuyer la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Amadou Konaté, président du PASENDA. L'objectif de ce projet, c'est surtout de renforcer davantage la protection des droits des femmes et des filles en mettant en combinaison les énergies de toutes les composantes de la société civile. Il s'agit surtout de faire en sorte qu'il y ait moins de violence à l'égard des femmes et des filles, mais aussi prendre des mesures de nature à renforcer la participation des droits des femmes dans la gestion des affaires politiques, mais aussi à promouvoir l'émancipation des droits sociaux, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, et également tout ce qui concourt d'une manière générale à l'autonomisation des femmes. Bintou Diara, présidente de la CAFO de Bougouni. Ce projet vient en point nommé dans la mesure où présentement, dans la plupart des villages et communes de la région de Bougouni, les femmes et les filles rencontrent plusieurs difficultés, notamment les violences conjugales, les agressions physiques, les mariages précoces et forcés, les dénis d'opportunités et de services et d'autres pratiques néfastes. Ce projet s'articule sur 3 axes, à savoir les violences basées sur le genre, les droits politiques et les droits socio-économiques des femmes. Bourema Ongweba, préfet de Bougouni, représentant le gouverneur. Il s'agit du lancement du projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes. La campagne de 16 jours d'activisme est l'occasion de dynamiser les actions de lutte contre les violences basées sur le genre, pour prévenir et sensibiliser en vue de la réduction des violences à l'égard des femmes et des filles. D'une durée d'exécution de 12 mois et un budget de plus de 270 millions de francs CFA, le projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes au Mali est financé par l'Union européenne et l'ONU Femmes avec l'appui de d'autres partenaires.
Fin à Bamako de la réunion annuelle des services de transport. Les travaux de 2 jours débouchent sur plusieurs recommandations et portent notamment sur le développement des transports de masse. Une alternative crédible pour une bonne mobilité au Mali. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche. Oui, le premier invité de ce 13h dimanche est Mamadou Sow, directeur général des transports. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qu'avez-vous recommandé pour développer concrètement les transports de masse au Mali? Nous avons estimé que pour que notre capitale puisse répondre aux normes de capitale d'un pays, il faut que ce pays y ait des sociétés structurées, organisées, sécurisées de transport collectif. Le transport de masse, c'est le système qui permet le transport d'un grand nombre de passagers, en ce qui concerne le transport de personnes, et un volume assez important de marchandises en ce qui concerne le transport de fret. Et Bamako s'est caractérisé par les échecs successifs des entreprises structurées de transport. On l'a vu à l'indépendance vers 1962, la société de transport urbain de Bamako qui a mis fin à son service en 1968. On a vu les échecs des sociétés Sotrama, Tababus, Bamabus, Ghana Transport, Ban Transport qui ont essayé de faire un transport urbain. Ça n'a pas marché. Donc nous voudrions que dans les années à venir, et en tout cas dans la décennie à venir, qu'il y ait fondamentalement des sociétés structurées à Bamako. Des projets sont en cours. Vous savez, d'abord nous voudrons, il y a un projet phare qui est là, le renouvellement du parc commercial des véhicules privés. Ce projet porte sur 2200 véhicules, nouveaux véhicules à injecter dans les transports parce que la vieillerie qui est là doit être renouvelée. Les véhicules à moyen âge sont de 17 années. Il y a les véhicules importés en 1970 et 1973 qui circulent encore, qui sont là. Il y a aussi le projet de tramway, qui depuis fort longtemps, en 2009, avec le projet la ville de Strasbourg, avec le président ATT. Ce projet, les études sont faites, le coût est défini dans les frigos. Il y a aussi un projet de BRT où le montant aussi c'est de 270 millions de dollars qui vont porter sur des sites propres. Il y a aussi des projets, vous vous souvenez de la visite du président Erdogan ici à Bamako, où il a promis d'aider le Mali à asseoir une société de transport de bus avec la société Calion. Il y a des individualités maliennes aussi. Il y a Demeso, il y a Express Bus, tout ça c'est porté par des individus maliens. Et le dernier projet de Demeso même, il a beaucoup avancé avec les banques partenaires qui veulent mettre au moins 120 bus à Bamako. Monsieur le directeur, autant de projets, mais quelle stratégie mettre en place pour concrétiser ces projets et ces recommandations issues de cette réunion de Bamako? Oui, il y a aussi les projets qui ont été initiés avec la maire du district et avec les partenaires chinois. Nous avions eu espoir que ça allait bientôt venir. Mais tout ça, c'est bloqué des problèmes parce que ça demande beaucoup de financement. Et les banques qui financent, les sociétés financières internationales demandent, dans certains cas, la garantie financière de l'État. Une garantie qui doit être donnée par le gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances. Et nous sommes dans un pays où il y a plusieurs priorités. Aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est le problème de pauvreté. Voilà, il y a plusieurs problèmes. Donc, l'État aussi priorise ces projets. Pour nous, le ministère des Transports et des Infrastructures, c'est une priorité absolue. On ne peut pas développer une capitale parce que Bamako, il y a au moins quotidiennement 1800 déplacements. Oui, monsieur le directeur, encore une fois, les problèmes sont connus, les projets sont là. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que vous envisagez pour concrétiser, pour mettre en œuvre tous ces projets évoqués ici tout à l'heure? Voilà, le nerf de la guerre. De l'argent. De l'argent. Vous savez, l'année dernière, nous avions plus de 57 milliards de francs CFA pour le réseau routier. En 2022, c'était 4 milliards. À combien évaluez-vous tous ces projets ou pour réaliser ces ambitions, vous avez besoin de combien? Oh, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous savez, on a un projet Bamako, Kouloukoro, Tombouctou, Gao, Menaka et réseau chemin de fer. Avec la bretelle Bourem Kidal. C'est ambitieux. C'est beaucoup de milliards de dollars. Si je savais que vous serez prêt à nous donner tout cet argent, j'allais quantifier et amener directement le chèque. Vous savez, les projets sont là, ils sont ambitieux, ils sont colossaux.
dans l'environnement, déjà, le prochain, à moyen terme, disons, à court terme, nous voudrons que le trafic voyageur Bamako-Kaï soit une réalité, chemin de fer. Et aujourd'hui, le trafic est à Kita, sur les deux rives du fleuve. Le train achemine le transport de la population, de la rue gauche, de la rue droite, parce que toutes les écoles sont de l'autre côté, les fonctionnaires, les ménagères vont de ce côté. Mais il y a aussi des projets intermodaux. Bamako-Kaï, Bamako, justement, le corridor jusqu'à Dakar, il y a un développement qui doit être fait sur d'autres horizons. Nous voudrons aussi le chemin de fer interconnecté avec le système Yoma pour aller au port de San Pedro. Pourquoi pas rêver au port de Conakry? Il y a des projets qui sont là, qui sont mûris, qui sont développés avec des partenaires, avec la participation de tous les départements concernés. Mais il n'y a pas d'argent pour les concrétiser. Alors après cette réunion, monsieur le directeur, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, dans une des recommandations fortes, c'est que 2023 soit une année charnière. Nous voudrions, pour 2023, mettre à la disposition des Maliens les permis biométriques, les documents de transport biométriques. Nous sommes beaucoup avancés. Si tout va bien, en tout cas, le premier semestre 2023, la carte grise, le permis biométrique peuvent être à la disposition des Maliens. Nous sommes le seul pays dans la sous-région ouest-africaine où encore nous avons les permis carte grise papier. Donc c'est bien avancé, nous avons beaucoup réfléchi là-dessus, on est beaucoup avancé. Et il y a aussi un projet qui me tient à cœur, c'est un peu difficile. Il va participer à décongestionner Bamako. Il y a le transport fluvial que nous avons développé par Bossobus de la zone de Kabbalah, où il y a un générateur de trafic de motos de roues. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'université Kabbalah, de cette zone jusqu'à Bamako-Ville, ici, où en tout cas les coins d'accostage ont été déjà définis, le tracé est là, le dragage du fleuve doit être fait jusqu'à 90 cm. Les projets sont là, c'est structuré, c'est planifié, et en tout cas, ce projet, je pense que 2023 serait aussi un début en tout cas, du dragage du fleuve. Une dernière question. L'invité de cette réunion de Bamako était le port autonome de Conakry. Qu'est-ce qui a justifié la présence de ce port autonome de Conakry à cette réunion? Le port autonome de Conakry est une alternative crédible pour l'approvisionnement du pays. Parce que vous avez vu, lors des sanctions inhumaines et illégitimes de la CEDEAO de l'UEMOA, nos voisins propres, nos amis, nos parents ont fermé leurs portes au Mali. Ça ne se fait pas. Donc, la Guinée ouvertement a dit que le port de Conakry est le port du Mali. C'est le port du Mali. La Mauritanie dit de même. Les efforts sont faits aujourd'hui au plus haut niveau pour que le fret malien soit orienté de plus en plus sur le port de Conakry. Et nous avons tenu des rencontres bilatérales et à Conakry et à Bamako par rapport à la facilitation de transport. Tous les groupes de documents ont été connus, les solutions ont été pointées. Raison pour laquelle nous avons, nous aussi, pour apporter notre pierre à ce dynamisme, invité la direction générale du port de Conakry, dont le directeur lui-même est venu, présenter les atouts du port qui se développent. Vous savez, notre thème principal était la massification, le développement de transport de masse. Les transporteurs ont compris que, les ports ont compris que, puisque les paquebots, les grands bateaux sont de plus en plus grands, transportent beaucoup de conteneurs, les tirants d'eau, parce que si la mer n'est pas profonde, les gros bateaux ne viennent pas. Donc, tous les ports, y compris le port de Conakry, sont en train de maintenant de faire en sorte que les tirants d'eau soient portés à 14-15 mètres. Donc, c'est un port vraiment d'avenir pour le Mali. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Sow. Je rappelle que vous êtes directeur général des transports et que vous étiez dans nos studios pour nous faire un peu le point des 2 jours de travaux sur la réunion annuelle des services de transport. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Second invité de ce 13h dimanche, Cheikh Oumar Sangaré, président de la Commission nationale d'organisation des journées textiles du Mali dénommée Mali Finou. L'événement vise à promouvoir le Made in Mali et prend fin cet après-midi au Palais de la Culture. Cheikh Oumar Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, qu'est-ce qui a motivé à initier ou qu'est-ce qui a motivé l'initiative de telles journées dédiées à la valorisation du Made in Mali? La motivation, c'est que le Mali est reconnu par sa richesse culturelle, surtout par son patrimoine vestimentaire. Mais en termes de valorisation des textiles, il y avait beaucoup de choses à faire. Je prends l'exemple sur le Burkina, qui a une politique très développée
Mais quand on prend en termes de tradition vestimentaire, nos tissus les plus anciens remontent jusqu'au XIe siècle. Donc, et puis en matière de tradition de tissage, le Mali est un pays très convoité. Beaucoup de nos pays voisins viennent apprendre le tissage chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un patrimoine vestimentaire très important qu'il faut valoriser. Voilà pourquoi l'Alliance des journalistes pour le développement de la culture a donné le ton de l'initiative et a été tout de suite, en tout cas, gagnée par d'autres structures, des structures techniques de l'État, des organisations, des animateurs, des artisans, tout. On a créé un grand mouvement en ce moment pour valoriser notre textile. C'est d'abord une question de développement économique, mais surtout c'est une question identitaire. Alors, quel a été le menu de ces journées qui s'achèvent cet après-midi? Les journées qui s'achèvent aujourd'hui, c'est la troisième édition synonyme de la maturité. On a pris 4 jours d'activité au lieu de 3. Ça nous a permis d'abord d'exposer tout au long des 4 jours. Il y a eu plus de 40, presque une cinquantaine de stands, des exposants venus d'un peu partout du Mali. Il y a eu des concerts, ça a été une nouveauté cette année. Et chaque nuit, il y avait des spectacles pour permettre aux assistants de venir se distraire et amener les assistants vers les stands. Il y a eu un défilé de monde hier soir, très intéressant, organisé par les tailleurs professionnels et stylistes du Mali. On a eu 3 conférences, des conférences qui ont permis de mettre le public présent en contact avec des professionnels du textile. D'abord, la première conférence, c'était sur le thème central animé par la directrice générale du Servitex. La deuxième conférence, c'était sur la politique de développement textile dans l'espace UEMOA. On a eu la chance de recevoir l'expert textile de l'UEMOA ici et les représentants de l'UEMOA qui ont animé cette conférence avec les directeurs du CDAT. Et hier, la conférence a porté sur le textile bois, qui est très important et qui a été animé aussi par des experts de la communauté bois. Au-delà des conférences, lors de la cérémonie d'ouverture, il y a eu la remise du trophée championne Mali Finou 2022 cette année. Ça a été décerné à Aminata Draman Traoré, ancienne ministre de la Culture, et dont le choix a été beaucoup applaudi également parce qu'elle magnifie régulièrement et depuis longtemps les textiles made in Mali. Alors, Cheikh Oumar Sangaré, le thème de cette 3e édition est le Servitex, outil d'intégration et de développement des textiles dans la sous-région. Quel message se cache derrière cette thématique? Un message c'est-à-dire d'abord d'affirmation des souverainetés en matière de textile. C'est important parce que les Servitex, c'est une structure pratiquement sous-régionale. Tous les gens, les étudiants d'autres pays viennent apprendre le métier du textile ici au Mali à partir de Ségou. Mais aussi parce que Ségou est une ville très symbolique en matière de textile. Ségou, c'est là où il y a la Comatex, c'est là où il y a le plus grand centre de développement du Bogolan, l'Indomo. C'est là où il y a les centres Nyéléni des femmes où on fabrique encore, même actuellement, des tapis à partir de laine. Donc, Ségou est très symbolique pour nous et le Servitex aussi, parce que le Servitex a une dimension sous-régionale. Voilà pourquoi nous avons choisi ces thèmes pour amener davantage les Maliens et les Africains à réfléchir sur les opportunités qu'offre un centre comme le Servitex au Mali et à la sous-région. Cheikh Oumar Sangaré, un message particulier à lancer? Oui, le message c'est surtout à l'endroit des Maliens. Je crois que les journées textiles du Mali s'inscrivent aujourd'hui dans la dynamique de Malikoura. La dynamique de Malikoura parce que tout simplement, aujourd'hui, pour aimer son pays, il faut aimer tout ce qu'on a comme richesse en termes de patrimoine. Et quand on voit aujourd'hui nos autorités magnifier ces textiles, ça fait plaisir. Je demande à la jeunesse de s'associer à ces combats de promotion du textile made in Mali. C'est vraiment important et je remercie la presse malienne dans sa totalité qui nous accompagne beaucoup dans cette initiative des journées textiles du Mali. La presse malienne avec l'ORTM au cœur donc, de cet événement. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Sangaré. Je rappelle que vous êtes président de la Commission nationale d'organisation des journées textiles du Mali, dénommée Mali Finou, qui s'achève cet après-midi au Palais de la Culture. Encore une fois, grand merci. Merci bien.
Actualité hors de nos frontières, la surprise n'a pas eu lieu. Le président sortant de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, remporte la présidentielle du 20 novembre dernier avec plus de 94% des voix. Fait inédit également, le parti au pouvoir et ses alliés remportent les 100 sièges à l'Assemblée nationale. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Vous suivez pour 13h dimanche ce dossier. Ces élections générales en Guinée équatoriale, l'opposition est-elle sortie bredouille? En tout cas, Ibrahima Traoré, la question mérite d'être posée puisque les résultats des différentes élections publiées parlent d'eux-mêmes. D'abord, la présidentielle, vous l'avez dit, les présidents sortants remportent avec 94,4% des voix contre 4% pour son principal challenger, l'opposant Andrés Ezono Ondo. Teodoro Obiang-Nguema garde ainsi son fauteuil pour cette nouvelle année. À 80 ans, dont 43 au pouvoir, il est considéré aujourd'hui comme le doyen des chefs d'État. Au terme de ses 6e mandat à la tête de ce petit pays d'Afrique centrale, il aura passé 50 ans au pouvoir. Ensuite, les législatives. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, parti au pouvoir et ses alliés, remportent les 100 sièges de l'Assemblée nationale. Même scénario pour le Sénat, dont les 55 sièges sont également sous la coupe du pouvoir. Cette chambre compte 70 membres. Les 15 autres membres du Sénat seront nommés par le président de la République selon la Constitution. Selon certains observateurs, cette victoire écrasante était prévisible puisque le chef de l'État sortant bénéficie du soutien d'une coalition de 15 partis politiques. De son côté, l'opposition crie aux fraudes, ce qui n'est pas l'avis de la commission électorale. Par la voix de son président, Faustino Ndong, également ministre de l'Intérieur, elle se félicite de la réussite de ces élections et annonce un taux de participation de 98%. Élections avant leur tenue, les forces de sécurité avaient arrêté des membres de l'opposition soupçonnés de commettre d'attentats dans la capitale de Malabo et à Bata, la deuxième ville du pays. Les autorités avaient également fermé les frontières terrestres par crainte d'infiltration qui pourrait perturber le bon déroulement du vote. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accalmie est revenue sur le front, plus de 24 heures après le cessez-le-feu. Cette trêve avait été décrétée par plusieurs chefs d'État de l'Afrique de l'Est et centrale. En milieu de semaine, au sommet de Luanda, les rebelles du M23, qui n'étaient pas représentés lors de cette réunion, affirment avoir pris acte de cette décision. En Éthiopie, l'aide humanitaire continue d'arriver dans le Tigré 3 semaines après les accords de paix de Pretoria et Nairobi. Néanmoins, une partie de la région reste inaccessible et l'aide acheminée est inférieure aux besoins selon le programme alimentaire mondial. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est rentré au pays ce samedi après plusieurs années d'absence. Il avait été jugé et acquitté par la CPI il y a près de 2 ans concernant les violences post-électorales de 2010-2011. On en parle avec vous. Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors Charles Blé Goudé a passé l'après-midi d'hier dans la commune de Yopougon pour une fête populaire. Charles Blé Goudé arrive sous une pluie battante à la place CP1 à Yopougon à 15h30. Vêtu d'une chemise blanche, il salue le public et prend un bain de foule. Il y a là de nombreux militants, mais aussi des personnalités politiques à l'image de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Blé Goudé Akwaba, bonne arrivée. Nous avons un peuple à bâtir et avec ton énergie, je suis sûr que tu feras ta part. Le leader du FPI, Pascal Afin Guessa, salue un pas de plus vers la réconciliation nationale. C'est important que tous ceux qui veulent la réconciliation nationale soient là pour saluer le retour de Blé Goudé, pour saluer ce maillon essentiel de la réconciliation qui est en train de se mettre en place. Plusieurs militants du parti de Laurent Gbagbo étaient aussi présents. Pendant près d'une demi-heure, Charles Blé Goudé taquine le public à coups d'anecdotes et d'expressions tirées du répertoire de son grand-père. Sur le fond, le leader du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, tient à remercier tous ses soutiens et les autorités qui lui ont permis de rentrer. Il a aussi rendu hommage aux nombreuses victimes des crises électorales. Alors, à en croire ces déclarations, Charles Blé Goudé veut désormais s'inscrire dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Depuis ma cellule de prison, j'ai rêvé de ce moment. Mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai vécu comme difficulté. Mon rôle, ce n'est pas vous révolter parce que ce pays a été blessé, ce peuple a été traumatisé. Vous avez besoin d'un discours qui vous rassure parce que ce que vous attendez de moi, ce ne sont pas seulement des discours de mobilisation, mais aussi qu'un jour, chacun de vous puisse avoir du travail.
et vous allez m'accompagner dans ce processus de paix dont notre pays a besoin. Ibrahima Traoré, des milliers de militants du COJEP, le parti que préside Blé Goudé, ont fait le déplacement vêtus de panne, chemises et t-shirts à l'effigie de leur champion. On ne peut pas faire de réconciliation tant que les frères et sœurs sont en dehors du pays. C'est un sentiment de fierté et de plaisir que nous ressentons à la place CP1 de Yopougon. Parole de militant. Merci beaucoup. Nous aussi non loin de là au Ghana voisin pour faire face aux effets néfastes de l'inflation. Les autorités envisagent de régler ces achats de carburant en lingots d'or. C'est une annonce du vice-président ghanéen Mahmoudou Baoumia. L'objectif affiché du gouvernement est de réduire la dépréciation de la monnaie nationale, le CEDI, et préserver les réserves de change du pays, n'est-ce pas, Lassina Keita? C'est le vice-président ghanéen Mahamoudou Bouamia qui donne l'information que le Ghana envisage de régler ses achats de carburant en lingots d'or. À travers cette mesure, le gouvernement vise à réduire la dépréciation de la monnaie nationale, les CEDI, et préserver leurs réserves de change du pays. La réalisation de cette opération implique les grandes sociétés minières opérant au Ghana qui auraient reçu l'ordre de vendre 20% de leur stock d'or à la Banque centrale à partir du 1er janvier prochain. Depuis la fermeture de la raffinerie de Tema en 2017, le Ghana, qui produit du pétrole brut depuis plus de 10 ans, importe la totalité des produits pétroliers raffinés dont le pays a besoin. On constate alors une diminution progressive de ses réserves de change qui étaient à 9,7 milliards de dollars l'an dernier et se trouvent aujourd'hui à seulement 6,6 milliards. Le pays est depuis quelque temps plongé dans une crise économique aggravée par le Covid et la guerre en Ukraine. Le gouvernement peine à remettre à flot les finances publiques alors que l'inflation est à plus de 40%, une crise qu'il faut résoudre sur fond de tensions sociales. Pour rappel, après la dégradation par les agences internationales de sa note souveraine, le pays confronté à une forte inflation a dû augmenter de 3% ses taux d'intérêt. Ils atteignent désormais 22%, soit leur record historique, Ibrahim. Merci beaucoup, Lassina Keita. Au Venezuela, le gouvernement de Nicolás Maduro et l'opposition ont signé hier samedi à Mexico un second accord partiel en matière de protection sociale au terme de négociations suivies de près par les États-Unis, la France, l'Espagne, la Norvège, le Mexique et la Colombie. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, quel est le fond de ce nouvel accord entre le pouvoir et l'opposition vénézuélienne? Les négociations aboutissent après 15 mois de gel. Ibrahim, le pouvoir et l'opposition ont enfin signé un second accord partiel. Sur le fond, les deux parties sont tombées d'accord pour entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de débloquer des fonds légitimes appartenant au Venezuela qui se trouvent gelés dans le système financier international. Cet argent alimentera un fonds pour la protection sociale du peuple vénézuélien afin de répondre aux besoins les plus urgents du pays, notamment système de santé, nourriture, réseau électrique, éducation. La réponse aux pluies torrentielles qui ont tué près de 80 personnes en octobre dernier. Pour la conception et la gestion de ces fonds, pouvoir et opposition vont demander le soutien des Nations Unies selon l'accord lu par un représentant de la Norvège, pays médiateur dans le dialogue intervénézuélien de Mexico. Cet accord devrait permettre de nouveaux allègements des sanctions américaines envers le régime de Caracas. Washington a pris pas dans ce sens peu après l'annonce de l'accord. Le département du Trésor autorisant le géant pétrolier Chevron à reprendre partiellement ses activités d'extraction de pétrole dans les pays Ibrahim. Merci beaucoup Mohamed Sangaré. La colère gronde en Chine où de nombreuses manifestations ont lieu suite à un incident en Intruyer qui a causé la mort de 10 personnes confinées dans leur immeuble à Urumqi. Les étudiants de plusieurs universités protestent contre les excès de la politique sanitaire. L'actualité des sports dans quelques instants. Le journal des sports, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Oui, nous savons que les sports sont dominés par le mondial au Qatar, mais débutons d'abord avec le plan national, la 4e journée du championnat national de Ligue
1 s'est poursuivi ce samedi et le Djoliba AC affronte ce dimanche son rival, le Stade malien de Bamako. Oui, c'est le classique du football malien. Le match Djoliba AC Stade malien de Bamako, troisième journée en retard du championnat national Ligue 1. C'est cet après-midi à 16h au stade Modibo Keïta. Le match entre les Rouges et les Blancs de Bamako nous offre toujours de belles choses, même si les deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme en ce début du championnat. Le Djoliba a certes 2 victoires en 2 matchs, mais ces succès ont été obtenus dans la douleur. Quant au Stade malien de Bamako, il s'est incliné 2 fois en autant de sorties. Le match de cet après-midi est donc une occasion pour les stadistes de lancer leur saison face à leurs ennemis jurés. Concernant la 4e journée, l'US Bougouni, Binga FC et Afrique Football Elite ont gagné par le strict minimum d'1-0, alors que Kita et 11 créateurs se sont neutralisés 1 but partout. En ouverture vendredi, l'AS Siral et l'AS Bakarijan ont fait match nul 2-2. Le club olympique de Bamako COB s'est incliné 1-3 devant l'association sportive de Kourofina. La 4e journée se poursuivra mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre. Coupe du monde Qatar 2022, 4 matchs sont au programme ce dimanche avec notamment un alléchant Espagne-Allemagne à 19h. Oui, dans le groupe F, le Maroc défie la Belgique en ce moment. Après 30 minutes de jeu, le score est de 0-0. Les Diables Rouges sont donnés favoris. La qualité de leur effectif et leur position de demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde leur confèrent ce statut. Mais au vu de leur prestation contre le Canada, ils gagneraient à hausser leur niveau de jeu pour espérer prendre les 3 points. Les Lions de l'Atlas ont fait jeu égal avec les vice-champions du monde en titre, les ont bousculés souvent et étaient plusieurs fois près de les faire rompre. Les Marocains abordent ainsi leur dernière sortie dans cette Coupe du Monde, sans doute avec le plein d'optimisme. Leur deuxième sortie d'optimisme, mais gare à l'excès de confiance, il peut s'avérer fatal pour eux comme pour les Belges. En cas de victoire des Diables Rouges, ils rejoindront la France en 8e de finale du Mondial. Dans ce cas, les Lions de l'Atlas devront aller chercher la qualification contre le Canada lors de la 3e journée et ils n'auront même pas leur destin entre les mains. L'autre match du groupe F, c'est Croatie-Canada à 16h. 2 équipes qui n'ont pas réussi leur entrée en lice dans la compétition, avec un match nul pour la Croatie et une défaite pour les Canadiens face à une équipe belge peu inspirée. La rencontre est essentielle pour décider de l'avenir des 2 sélections dans la compétition. Le grand match du jour oppose l'Espagne et l'Allemagne à 19h, à suivre sur ORTM 1 et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM en langue bamanakan. L'Espagne se présente en favorite de ce match contre l'Allemagne. Pour son entame dans la compétition, la Roja de Luis Enrique a étrié le Costa Rica 7-0. Un nouveau succès et les champions du monde 2010 accéderont au 8e de finale. Pour la Mannschaft, la qualification n'est pas en jeu, mais la survie. Une défaite et les Allemands seront éliminés. Si l'Espagne ne déplore aucune absence, l'Allemagne pourrait encore être privé de Leroy Sané, absent contre le Japon à cause d'une blessure au genou droit. Écoutons également l'analyse de notre consultant Adama Maïga, journaliste sportif, à propos de ce match Espagne-Allemagne. C'est une rencontre à fortune diverse pour les 2 formations. Vous l'avez dit, l'équipe de l'Espagne qui s'est promenée en première journée contre le Costa Rica 7-0. Tandis qu'au même moment, l'Allemagne perdait son premier match contre le Japon 2-1. Donc c'est tout simplement que pour cette affiche, l'Allemagne doit gagner ou bien quitter la Coupe du Monde. Alors que vous savez que l'Allemagne, c'est 4 Coupes du Monde. C'est vrai que l'Espagne a une Coupe du Monde. Et l'Allemagne, en perdant ce match-là, je ne doute même pas qu'elle va rentrer à la maison. Donc c'est soit une victoire ou bien l'avion pour les Allemands. Donc quand tu regardes un peu la prestation de Jésus lors de la première journée, donc potentiellement, je pense que l'Espagne a plus de chances de gagner ce match-là parce que l'Espagne a un jeu plus incisif, l'Espagne a un jeu plus offensif et l'Espagne a des joueurs qui sont encore plus efficaces. Cependant, vous savez que le football allemand, c'est joué sur quand même l'efficacité. C'est vrai que cette année, ils n'ont pas un jeu très fluide, mais sur le plan offensif aussi, ils n'ont pas des attaquants très alléchants. Donc quand tu regardes aujourd'hui le potentiel des 2 formations, je pense que c'est l'équipe de l'Espagne qui a plus de chances de gagner ce match-là que l'équipe d'Allemagne. Voilà, c'était là notre consultant Adama Maïga à propos de ce match Espagne-Allemagne à suivre sur ORTM 1
et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM en langue bamanankan. Alors, le premier affiche du jour opposé, le Japon et le Costa Rica. Les Tricos réalisent le gros coup du jour avec un succès 1-0 devant les Nippons. Après un revers à 7-0 lors du premier match face à l'Espagne, le Costa Rica a réussi à rectifier le tir et s'est montré très solide avant de capitaliser sur l'une de ses rares offensives. Avant le match Allemagne-Espagne de ce soir, il y a désormais trois équipes à égalité en tête de ce groupe E avec 3 points. L'Espagne, le Japon et le Costa Rica, et l'Allemagne ferment la marche avec 0 points. Alors, Famorou Djourté, on connaît déjà la première équipe à qualifier pour les huitièmes de finale. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est la France, la première nation qualifiée en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est la première fois que les Bleus passent le premier tour lors de 3 éditions consécutives de la compétition et c'est la première fois qu'un tenant du titre se qualifie en huitième de finale depuis le Brésil en 2006. L'Argentine s'est relancée dans la qualification pour le huitième de finale grâce à son succès 2-0 face au Mexique. Lionel Messi a ouvert le score à la 64e minute. Enzo Fernandez a doublé la mise en fin de partie. Le Mexique est condamné à l'exploit contre l'Arabie Saoudite lors du dernier match pour prétendre à la qualification. Dans le second match du groupe C, les Polonais l'ont emporté également 2-0 face aux Saoudiens. Les Socorros de l'Australie ont battu les Aigles de Carthage de la Tunisie par le minimum d'1-0 pour s'offrir un précieux succès dans le groupe D. Merci Famori Djourté pour toutes ces informations sportives du sport à la santé. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à une maladie rare de l'œil qui touche essentiellement le nourrisson et les jeunes enfants. Il s'agit du rétinoblastome. C'est une tumeur cancéreuse qui se déclare sur la rétine, l'arrière de l'œil. On en sait plus sur cette maladie avec Baraki Sawatara. Quelques soucis donc pour retrouver le reportage de Baraki Sawatara. Il me signale que Baraki Sawatara n'est pas encore prêt. Juste vous rappeler que Focus Santé s'intéresse aujourd'hui donc au sujet ou à la maladie rétinoblastome. C'est une maladie rare de l'œil qui touche, nous l'avons dit, essentiellement le nourrisson et le jeune enfant. Et la technique me signale que le reportage de Barakissa est prêt. Suivons. Effroyable, il l'est. Le rétinoblastome, cette maladie de l'œil, se déclare dans la grande majorité des cas avant l'âge de 5 ans avec des signes banals. Professeur Fatou Sila est responsable du service d'ophtalmopédiatrie de l'IOTA. Le rétinoblastome, en fait, c'est un cancer qui commence à pousser sur la rétine de l'œil. La rétine, c'est cette couche qui est la plus interne dans l'œil et là où sont logées les cellules de la vision. C'est-à-dire les cellules qui nous permettent de capter les images sont sur la rétine. Mais la particularité du rétinoblastome, c'est que ça ne pousse que sur la rétine des enfants de la naissance jusqu'à vers 5-7 ans. Pathologie rare, le rétinoblastome touche 2 naissances sur 18 000. Sa transmission est génétique. Il se trouve que si un parent a un gène du rétinoblastome, il peut transmettre le gène à sa descendance. Mais tous les descendants ne feront pas la maladie. Et un papa aussi, s'il a un gène, il peut passer le gène à l'enfant. Également, tous les enfants ne feront pas la maladie. Pour que l'enfant fasse la maladie, il faut que l'anomalie du gène soit multipliée, soit vue, se passe 2 fois de suite chez le même enfant. L'un des symptômes révélateurs du rétinoblastome est le strabisme. Professeur Fatou Sila est responsable du service d'ophtalmopédiatrie de l'IOTA. Quand vous regardez votre enfant et qu'il y a un œil qui bascule en dehors ou qui bascule en dedans, on appelle ça un strabisme. Dans le langage courant, on dit que l'œil louche. Donc l'œil va loucher soit en dehors, soit en dedans. Mais tous les yeux qui louchent ne sont pas des rétinoblastomes. Dans le cas du rétinoblastome, il s'agit très souvent d'un seul œil
qui louche tout le temps. Le deuxième signe est le plus courant, la leucocorie. La leucocorie, c'est lorsque vous regardez l'œil d'un enfant et qu'à travers la tache noire, vous voyez un reflet blanc. Ce reflet blanc, c'est comme si vous éclairez l'œil d'un chat la nuit. Vous voyez que quand on éclaire l'œil d'un chat la nuit, il y a la lumière qui est rendue par l'œil du chat. C'est cet aspect de lumière qu'on appelle la leucocorie. Et quand vous regardez l'œil de votre enfant ou que vous éclairez l'œil de l'enfant, vous voyez qu'il y a un œil qui va faire un reflet blanc. Et ça, c'est un signe d'alerte où tous les parents doivent être alertés. Comme tout cancer, le rétinoblastome est une maladie très grave et son évolution peut être dramatique, voire engager le pronostic vital. C'est pourquoi notre ophtalmologue préconise le diagnostic précoce. Professeur Fatou Sylla. Parce que si on ne le prend pas à temps correctement, la maladie va évoluer vers les formes graves. La tumeur va évoluer d'abord dans l'œil, ensuite la tumeur va évoluer en dehors de l'œil. Et c'est ce qu'on appelle les métastases. La tumeur va sortir de l'œil et aller se loger ailleurs. La tumeur va être aussi grosse que la tête de l'enfant. Vous imaginez un œil qui est énorme comme ça et qui va sortir de l'orbite. Or, si la tumeur est uniquement dans l'œil, on a encore des possibilités de traiter l'enfant et même de le guérir définitivement. Pour ce faire, l'IOTA et le CHU Gabriel Touré disposent de centres spécialisés dans cette maladie. Malheureusement, la prise en charge du rétinoblastome s'avère très coûteuse. Professeur Fatou Sylla. Le traitement du rétinoblastome coûte très cher et c'est des maladies où obligatoirement l'État doit s'impliquer. Sinon, quand on laisse la charge aux malades seuls, la charge, personne ne peut supporter seul la charge du traitement d'un rétinoblastome. Ces enfants, on peut les sauver. C'est de nous accompagner dans les campagnes de dépistage, de les intégrer dans les campagnes, de nous accompagner dans la disponibilité des médicaments. Et je crois qu'avec ça, on pourra sauver un certain nombre d'enfants de morts atroces. Si le premier ennemi en cas de déclaration de cette maladie est le retard de diagnostic, il revient donc aux mamans de bien observer et d'être attentives avec leur bébé lors de l'allaitement, car ce moment de complicité entre mère et enfant peut aussi lui sauver la vie. Focus Santé. Une signature de Barakissa Ouattara et c'est ce qui met fin à ce 13h dimanche à 13h passées de 41 minutes. Sur nos antennes, à la mise en onde Alimata Ouattara, la réalisation est assurée par Lassina Akeita, la coordination éditoriale. Bourama Traoré, retrouvé dans quelques instants Famourou Djourti dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. À la mise en ligne, Sekou Traoré. Excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.